Ouais, on en parlait avec mon attaché de presse Constance à l'instant, parce que pour être franc et direct et honnête, bon, Rémi ça va, Il est opérationnel. Oui, oui, c'est bon. Mais on a des interrogations sur deux joueurs, voilà. Les deux joueurs majeurs, voilà, on a des interrogations et ils sont, on va avoir le résultat d'ici la fin de la matinée et voir s'ils peuvent s'entraîner. C'est Mika Le Bihan et Alex Couet, voilà, qui ont des soucis, donc là, on a un peu de point d'interrogation sur l'entraînement de cet après-midi et puis le match de demain. Qu'est-ce qu'ils ont? Des problèmes musculaires, mais qui ne sont pas, comment je peux exprimer, extrêmement graves et longs. Mais c'est le doute de les mettre dans une situation, de nous mettre, nous, dans une situation totalement inconfortable et de blessure longue. Donc là, comment tu es capable de prendre un peu de recul? Et c'est la question que je vais devoir me poser là avec le staff médical pour cet après-midi et pour le match de demain, le match de coupe. Voilà. Comment on prend un peu de recul pour ne pas les pénaliser durablement. Voilà. Le plus important, c'est le match de demain, quand même. Oui. le match de demain, c'est important. La période là, est un peu plus difficile niveau musculaire parce qu'on voit dans d'autres matchs en Ligue 2 des joueurs qui se blessent en cours de match. Est-ce que c'est les conditions, la période de l'année qui veut ça? Est-ce que c'est un peu plus... Ouais. Non, c'est exactement ça. Très souvent, c'est tout à fait ça. Je pense que si on fait des études, il y a beaucoup plus de problèmes déjà après 6 mois d'entraînement et de compétition, plus le climat qui pénalise les athlètes, et plus aussi les terrains, quoi, les conditions. Et donc, effectivement, il y a beaucoup plus de soucis au bout de... D'ailleurs, c'est comme ça que tu dois construire un projet, avec un anticipant sur ce genre de problème. Et toujours, c'est multifactoriel. Et effectivement, il y a beaucoup de facteurs que tu dois anticiper en permanence. Et c'est vrai que c'est normal. Alors, qui plus est que cette année, exceptionnellement, janvier et février, le programme est très lourd. Ce qui n'a jamais été le cas dans le championnat, dans notre championnat, nous, je vais parler du championnat français, depuis plusieurs décennies. Donc, du coup, c'est plus pénalisant. Bon, du coup, si jamais le bilan devait être absent, c'est quand même une bonne nouvelle d'un autre côté de récupérer Rémi, qui voilà, c'était surprenant, qui était défaillant au dernier moment. Ouais. Oui, c'est intéressant d'avoir, de ne pas avoir une accumulation de blessés dans les postes d'attaque, effectivement, ou de défense. Bon, c'est à gérer, effectivement, c'est quand même plus rassurant, effectivement. En revanche, vous avez appris la suspension d'Ali Ndong, 4 matchs, 3 fermes. Vous trouvez sévère cette sanction? Ça vous a handicapé On s'y attendait, vraiment. Par rapport aux images que nous avons visionnées, par rapport aussi ce qu'on a vu en live, et ce qu'on a vu en live, et parfois, vous voyez par exemple sur Gauthier Hein, pourquoi il prend qu'un match? Parce qu'en fait, ce qu'a ressenti l'arbitre, et ce qui est totalement assez logique et normal, c'est-à-dire que c'est exactement pour nous, il y a des fois tu vois un truc en live, quand tu le revois, tu te dis non, c'est pas comme ça que je l'ai pas bien vu. Et ce qu'a vu l'arbitre, ça a ressenti pour Gauthier, c'est pas du tout ce qui se passe dans les images vidéo. Donc du coup, la commission a été très légère. Mais là, il se trouve que c'est complètement en conformité avec, c'est ce que m'a dit monsieur Varela. Voilà, quand je vais le voir, il m'a dit, oh, j'ai dit, oui, moi aussi j'ai eu. Donc, on s'attendait à ça. Le côté positif, c'est que comme les matchs se succèdent, il va être pénalisé une semaine seulement. Et puis après, il est opérationnel. C'est le côté positif. Mais on s'attendait complètement à ça. Et même pour tout vous dire, lorsqu'on a discuté avec
Cédric Dory, Francis Graille et tout le staff, quand on a parlé, parce qu'on met toujours des stratégies pour se défendre, effectivement, pour aller à Paris se défendre, on pensait plus même. On pensait que par rapport au geste, ça allait être plus lourd encore. Mais comme dit Pado, comme on envoie toujours Dupond-Moretti, il est très fort, on n'est plus. On a joué comme comme on envoie toujours à Paris Dupond-Moretti, on est très fort. Ça baisse les sanctions. Pour en revenir à Edom, c'était quand même très maladroit son tac par derrière. Franchement, il était là depuis 1 minute 30 sur le terrain. Mais c'est une faute grave, quoi, je veux dire. Il est professionnel quand même. C'est vrai, oui. Mais c'est ce qui se passe souvent avec les jeunes joueurs et les sportifs de haut niveau. Quand tu es déçu psychologiquement de certaines choses. Et c'est là comment tu vas apprendre aux garçons à prendre de la hauteur. Parce que ce qui se passe souvent, c'est pourquoi Ali, parce qu'il y a de fortes chances, et je ne suis pas obligé de l'évoquer là, beaucoup de... Dans mon poste à moi, je pourrais faire la langue de bois et contourner ta question. Mais pour être très clair, c'est que par rapport à Ali, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il souffre beaucoup de ne pas être titulaire. Et comme dans sa tête, il y en a certains qui sont capables de gérer ça, et comme il a une frustration très forte chez lui, eh bien, on se rend compte, et c'est déjà arrivé quand tu as beaucoup d'expérience, et particulièrement dans notre sport à nous, dans le football, on le connaît à tous les niveaux, que ce soit de la Ligue des Champions au niveau district, où il y a des frustrations, et le footballeur est ainsi. Et du coup, cette frustration revient se refléter au moment où il rentre sur le terrain, c'est souvent ça. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe pour Ali, qui est frustré de ne pas être titulaire. Est-ce que du coup, cette absence au milieu de terrain, ça va vous obliger à penser autrement pour intégrer d'autres joueurs? Je pense par exemple à Ousmane Camara qui avait joué le premier match contre Sochaux, qui après je crois a eu le Covid, il n'est plus réapparu. Est-ce qu'un joueur comme ça pourrait en profiter à ce poste-là de milieu de terrain pour rejaillir, ou d'autres d'ailleurs? Oui, alors moi pour être très clair, je suis très satisfait du comportement de Camara, et de l'investissement de Camara et d'autres aussi, de Yanis Begraoui. Après, comme je le disais, d'abord, c'est un poste qui est très fourni. Ça va être beaucoup plus facile à un attaquant de pointe chez nous de se montrer. Mais c'est comme je disais à Ousmane, je lui ai dit le problème, Microbe, c'est que. Parce que son surnom c'est Microbe. Je ne sais pas vous l'expliquer, mais son surnom c'est Microbe. Alors il a rien de Microbe parce qu'il est costaud, mais il paraît, c'est vrai qu'on ne comprend pas aujourd'hui, parce que quand il est arrivé ici, il était vraiment tout nouvel. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Parce que moi j'avais compris pour dire, je dis, pourquoi ça fait 1 an et demi que ce mec vous l'appelez Microbe. Tout le monde l'appelle Microbe. Il y a des gaillards là-dessus et tout, il appelle Microbe. Bon voilà, Ous. Mais ce que je vais pas évoquer avec lui, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence à ce poste-là, et surtout quand, par exemple, nous, on se met en 4-1-4-1, là, c'est plus compliqué pour lui. Et il y a de la concurrence avec des joueurs majeurs. Donc, c'est vrai que, comme je disais à Ous, je suis très satisfait de ton comportement, de ton attitude, mais comment on va arriver à te libérer un petit peu des postes et de la place pour que tu puisses exprimer ton talent. Puis il y a autre chose quand même, c'est que c'est ce que je dis souvent, vous parlez beaucoup des jeunes, mais déjà quand tu es entraîneur, la pression que tu as sur toi, c'est de dire voilà, comment tu es devant, et surtout quand tu es à JOCR. Parce que moi ici, j'entends que on veut la Ligue 1, j'entends que ça ici. Au lieu que vous viviez un peu le temps présent et que vous faisiez un peu de plaisir sur ce qui peut se passer au quotidien, surtout en cette période de crise sanitaire, j'entends toujours on veut la Ligue 1. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a 20 clubs de Ligue 2 qui veulent la Ligue 1. Il y en a 20. Et quand tu es entraîneur, déjà, comment tu es capable d'investir sur des garçons qui sont capables, effectivement, d'assumer
d'assumer très fortement. C'est ce que je dis à mes garçons, je dis quand tu joues à la GIA, quand tu seras en Ligue 1, après, on ne met pas de te calculer. Par contre, quand tu es en Ligue 2, tout le monde veut te niquer. Parce que tu es la GIA. Et donc, vous devez avoir beaucoup plus d'épaules, beaucoup plus d'épaisseur et beaucoup plus de talent que les autres. Et ça, il faut quand même le comprendre quand vous construisez un projet dans des clubs comme ici. Comme si vous êtes à Lyon, comme si vous êtes à Marseille, comme vous êtes à Saint-Étienne. Voilà. Comme je disais moi, j'étais infoutu en tant que joueur d'aller jouer à Paris, à Marseille. Pourquoi? Parce que nous, à notre époque, et c'est toujours le cas, tes 4 meilleurs matchs, quand tu es professionnel de Ligue 1, tes 4 meilleurs matchs, tu les fais contre le PSG et l'OM. Et à l'époque, nous, il y avait la Saint-Étienne. Mais voilà, tes 4 meilleurs matchs. Donc, si tu joues dans ces clubs-là, tu as intérêt à être gaillard. C'est un peu pareil quand tu es à la GIA, avec l'histoire de ce club et le passé. Comme je dis, il faut avoir des joueurs très gaillards et très épais pour pouvoir. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que ça fait très longtemps qu'on est là, à ce niveau-là. Et donc, quand tu es entraîneur aussi, effectivement, je sais que vous aimez beaucoup les jeunes ici, mais tu regardes aussi quel est ton intérêt pour être un instinct premier. Voilà. Bon, ceci dit, si ça m'est arrivé de très nombreuses fois, hein, si le jeune est beaucoup plus fort que les autres, il joue direct. Ça, quand tu es entraîneur, ça m'est arrivé de nombreuses fois. Où, une fois, je vais vous donner une anecdote. Une fois, je disais toujours pendant 20 ans, moi, le gardien de but, il a 28 ans. S'il n'a pas 28 ans et 200 matchs, il ne joue jamais en professionnel et moi. Et puis j'étais à 3, puis on me met à l'entraînement un mec qui s'appelle Bernardoni, qui a joué ça. Et Paul, il me met de Paul, le mec il avait 17 ans et demi, 18 ans. Et j'ai dit, mais voilà, t'as bien dit une connerie. Parce que tu vas le faire jouer des dimanches. Et le mec, tu vois, au football, quand t'es coach, et même quand t'es président, il y a deux trucs qui sont très importants. C'est un peu comme en politique ou dans le quotidien, la complexité de la vie, c'est que tu ne peux pas dire jamais et toujours. Il y a deux mots que tu enlèves quand t'es coach. C'est jamais et toujours. Tu sais, les mecs qui disent, ouais, moi je joue pas, je sais, non, tu sais pas, non. Et voilà, moi je disais toujours pendant 20 ans, non, pendant 15 ans, je dis, moi, le gardien de but, c'est 28 ans, 29 ans. Jamais il y aura un mec de 17-18 ans qui jouera. Puis arrivé, un jour j'ai vu Bernardoni arriver, puis le mec il avait 18 ans, il a joué titulaire aussitôt. Donc c'est pour dire que quand les mecs, quand les garçons, quel que soit, il n'y a pas d'âge, quand le mec il a du talent et que à l'entraînement, ça se voit, hein. Tu es dans le live et dans le visuel, tu le vois, et tu dis ça joue à la point final. Quel que soit l'âge. À partir du moment où il apporte quelque chose dans le jeu. Ça m'est arrivé très souvent avec des garçons comme Morgan Schneiderlin, ou voilà, quand tu as un entraînement de 15 jours, ou Kevin Gamero, ou Matuidi, ça m'est arrivé plusieurs fois, ou Corentin Jean, ils avaient 17 ans, ils ont joué direct en Ligue 1. Ils avaient tous 17 ans d'entraînement, 17 ans et demi. Voilà. Mais comme ça sautait aux yeux, voilà, quand t'es coach, tu dis, bon, mais t'es obligé de faire avec, c'est comme ça. Comment le groupe il a digéré ce nul à Grenoble, parce que on vous a quitté, où forcément il y avait beaucoup de déceptions, tout ça, mais derrière, est-ce que ça a enchaîné quand même sur une énergie positive, et parce que dans le contenu, il y avait quand même, sur les 2 matchs que vous avez fait depuis la reprise, il y a quand même de la qualité, quoi, même si forcément les résultats n'ont pas suivi. Ouais. Où je suis satisfait, c'est du comportement des joueurs et effectivement de la qualité. Maintenant, il y a, comme je vous l'ai expliqué après le match de Grenoble, il y a un point près, c'est qu'il y a des périodes où parfois c'est beaucoup moins positif. C'est vraiment lié à notre sport. Des fois, tu as de la réussite et là, tu en as moins. Justement, c'est là où je vais voir, et c'est là où il y a un vrai défi face à Châteauroux, c'est de voir comment on est capable, effectivement, parce qu'ils ont été très frustrés et très contrariés, eux, de ce match. Moi, j'ai essayé de les rassurer et d'évoquer le fait que, quelque part, ça fait partie aussi d'un parcours pour grandir, pour être plus épais, pour gérer beaucoup plus de situations diverses et variées. Et donc, c'est exactement ça. Je suis un peu comme vous. Je vais voir comment le résultat sur les matchs qui viennent
par rapport à notre capacité de maintenir, je ne dis pas le résultat, je ne dis pas le résultat comptable, c'est pas ça. Le résultat comptable, les gars, il y a des fois tu vas jouer et puis tu prends 3 points, tu ne sais même pas comment, tu marques des buts, et puis le Français il est trop content, on a pris 3 points, c'est trop génial, on est trop fort. Non, il y a des fois tu es nul, tu prends 3 points et tu te dis putain, c'est quoi cette histoire? Non, c'est surtout comment on est capable, après le résultat comptable c'est autre chose, comment on est capable de jouer à un haut niveau et de continuer à maîtriser certaines choses et de progresser sur cette capacité à gérer les imprévus et les faits de jeu négatifs. Ça c'est très très important pour grandir. Et donc du coup, pour moi, c'est quelque chose qui, pour faire grandir mon équipe, cette capacité effectivement à pouvoir gérer les scénarios un peu difficiles, un peu compliqués, voilà. Et comment on continue à avoir un fond de jeu, un rythme, etc. de haut niveau. Et en plus, ce qui est important aussi, c'est, parce que ça aussi, ça va jouer, ce qui me fait très peur d'ailleurs en tant qu'entraîneur, c'est le turnover à cause des blessures ou des suspendus. Et ça, quand tu es coach, ça te fait flipper. Surtout quand tu es coach et que tu es là que depuis 1 an, 1 an et demi. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, ça va être souvent notre sort à nous, mais c'est beaucoup plus facile quand tu connais tes mecs par cœur depuis 2 ou 3 ans. Quand vous voyez par exemple des clubs comme Troyes ou Clermont-Ferrand qui n'ont pas changé de joueur depuis 2 ou 3 ans, et comme par hasard, je vous le dis souvent, comme par hasard, ils tournent comme des bons parce qu'ils se connaissent bien, parce que c'est fluide, parce que voilà. Et ça te donne un avantage considérable. Tandis que quand tu as beaucoup de changements, quand tu es coach, il te faut beaucoup plus de temps pour bien connaître, bien maîtriser l'ensemble de l'effectif. Et ce qui me fait un peu peur, c'est ça, c'est un peu le turnover. Alors après, ça peut pénaliser, effectivement, alors ça c'est autre chose. Et après, en termes de, comme tu le dis, en termes de mentalité, d'état d'esprit, ce que je veux, c'est là où je vais voir dans les prochains matchs, comment, par rapport, par exemple, à cette contrariété du match de Grenoble, où si on met le penalty, il s'est plié, c'est vrai qu'ils étaient tous très contrariés, très, très fâchés, comment on est capable, effectivement, de rebondir, quoi, voilà. Quelque part, voilà, dire ce mot-là, pour de rebondir et de continuer à être performant, quoi. Dans le jeu, dans le nombre d'occasions, etc. Est-ce que dans ces moments-là où justement il y a de la contrariété, vous comptez plus sur vos joueurs cadres que ça a été là pour les précédents matchs et peut-être aussi à eux de faire en sorte qu'il n'y ait pas de panique et qu'on se relève un peu plus? Est-ce que pour vous ça fait partie de la résolution de l'équation? Oui, il y a effectivement, mais il y a effectivement les joueurs cadres qui vont, mais c'est pas suffisant, c'est pas ce que ça. C'est que dans la construction d'un groupe, tu as des mecs de 19, 20 ans, 21, j'en ai eu, qui sont imperturbables. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les entraîneurs, nous, en vieillissant, et tous ceux qui sont partis comme des gars comme Arsène Wenger ou Arrigo Sacchi, ils te disent non, nous, on ne veut pas des grands joueurs de football, talentueux, on veut des très forts caractères. Que de sportifs de haut niveau, le talent, c'est naturel. Et c'est pareil pour les footeux. Comme disait Arrigo Sacchi, je vous le répète souvent, il y a de très 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 bons footballeurs, et puis tu as de très bons joueurs professionnels. Et ça, c'est 2 choses différentes. Moi, à niveau dans la CFA, j'avais des freestylers, j'avais des joueurs d'exception. Vous auriez vu ces footballeurs que c'était, sans déconner, sur un match, ils pouvaient niquer n'importe qui, hein. Même une Ligue 1. Par contre, ils n'étaient pas capables d'être footballeurs professionnels. Parce qu'il y a le sportif de haut niveau, c'est un tempérament, une force de caractère, et c'est ça que je veux apprendre à mes joueurs, et que essentiellement j'apprends, que j'essaie de leur apprendre. C'est cette capacité toujours de rebond, et de ne pas être perturbé par les événements extérieurs. Et ça, c'est très important. Et de ce point de vue, c'est comme ça que certaines des équipes avec lesquelles j'ai réussi à monter avaient cette force-là, essentiellement, en plus du talent. Et c'est pas lié seulement aux joueurs cadres. Tu peux avoir des mecs de 30-32 ans qui n'ont pas du tout la force de caractère, qui ont un talent fantastique, et qui n'auront jamais la force de caractère d'un garçon qui a 17 ou 18 ou
décevants, et que j'en ai connu, moi, un ou deux que je ne vais pas encore citer ici. Ils avaient 17 ans et demi, et ils parlaient aux joueurs cadres comme s'ils avaient fait 20 ans de football, et c'était des tueurs à gages. C'était impressionnant. Bon, d'ailleurs, ils ont été 2 fois champions du monde, pour certains, pour un ou deux, au moins une fois. Parce que c'est des tempéraments et c'est des forces de caractère que quand tu es chef d'entreprise, tu peux les embaucher. Tu peux de suite le prendre, tu vois. Parce que c'est ça le sportif de haut niveau, avant le talent pur, c'est ça. Et c'est ce que je veux construire et que je répète souvent à mes garçons, sur le plan de la symbiose globale, en plus du football bien sûr, mais pour faire un championnat long et difficile et compliqué, où il y a plein d'éléments qui viennent perturber, que ce soit nous ou les autres, notre cheminement, c'est surtout ça qui est important. Voilà. Donc on va voir, comme pour répondre à vos questions, on va voir effectivement sur ce match de Châteauroux, qui est un match menace, qui est un match... quand tu es coach, c'est ce match-là qui te fait le plus peur. Quand tu vas à Paris, à Grenoble, moi j'étais léger. J'avais dit à Grenoble, vous allez prendre une roue, vous n'êtes pas assez beau. On n'y allait pas, j'avais dit. Et bon, voilà. Mais quand ces matchs-là, c'est des matchs pour des footballeurs, c'est les matchs les plus difficiles parce que Châteauroux, ils n'ont rien à perdre, ils vont faire un top match, quoi. C'est sûr, ils vont faire un match top pour montrer qui ils sont comme les équipes qui viennent. Donc du coup, nous, comment on élève notre niveau, c'est ça qui est vraiment excitant et qui fait comment tu construis un projet où tu arrives à dominer les autres parce qu'ils font des très très grandes rencontres. C'est cette capacité-là qu'il faut avoir, ce que j'explique souvent à mes garçons. Contre Châteauroux au match aller, c'est peut-être la dernière fois qu'un de vos changements a, je ne vais pas dire, a fait basculer le match. T'as mis le masque de la Chine? J'en ai 3, mais là, ils sont au service. Ah non, je croyais. Parce que tu les vois les 3 là? Et toi non plus? Si, T'as pas le masque de la Chine? si. Il y a la croix là. Quelle grosse monte, ce jeu. Je vous montre après. Donc le dernier match, le match aller, c'était la deuxième journée. Votre changement de Yanis Begraoui change le match. Ça fait gagner le match. Et depuis, il n'y a pas eu ce... Enfin, est-ce que vous avez l'impression d'avoir perdu le mojo? Est-ce que vous y pensez souvent? Mince, un coaching vraiment gagnant, ça fait peut-être un petit moment. Ou est-ce que c'est pas un truc qui vous Ah si, ça fait partie des éléments. Là, tu veux parler du coaching. Ah oui, le coaching, c'est un élément qui est fondamental pour pouvoir jouer le premier rôle. Dans le football moderne, ce qui n'était pas le cas à notre époque, puisqu'on était 12. Continue le ridicule. On était 12. 11 plus un remplaçant. Non, moi je ne l'ai pas connu, mais après je me rappelle, il était 12 les mecs. Donc il n'y avait pas de coaching. Et tandis que maintenant, dans le football moderne, le coaching est fondamental. Et c'est un des éléments de très très grande importance qui font que tu peux jouer les premiers rôles sur la fin de saison. Et c'est un des éléments que j'ai évoqué à mes joueurs qui à l'heure actuelle, il ne faut pas que je fasse non plus voilà, il ne faut pas que je m'échappe, pose problème pour nous, effectivement. C'est le coaching, et ça c'est fondamental. Voilà. Quand tu es capable, au bout de 3 ans de travail dans un club, et d'aller à Ajaccio, de mettre Sti remplaçant et de mettre Autrette, Charbonnier sur le banc, et de les faire entrer à 20 minutes à la fin, ça veut dire que tu as construit un projet très très lourd. Et voilà, où c'était titulaire, et puis d'autres encore. Et donc, que tu les fais rentrer juste un quart d'heure, 20 minutes, bon, voilà, donc je me rappelle aussi à 3, une fois, Isberger était fou de rage à Créteil parce que j'avais mis Darbion, Ben Saada et Nibé sur le banc. Et je voulais faire rentrer à 20 minutes à la fin, on perdait 0, on gagnait 2, 3. Il me dit, tu réfléchis avec tes remplaçants. Oui, donc quand tu arrives à un projet comme ça, c'est vrai que ça, tu ne peux pas non plus, c'est pas miraculeux les gars, il ne faut pas croire. Ça peut l'être, une fois de temps en temps, il y a des mecs, ça lui tombe. Mais c'est comment tu construis un projet, comment tu es capable effectivement. Et là, sincèrement, c'est pas. Bon, voilà, je suis franc et direct, c'est pas un an que tu fais des choses de ce type, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
Et c'est vrai que c'est une vraie réflexion chez nous de savoir comment on peut améliorer notre coaching, c'est vrai. Parce qu'en plus, là, sur les derniers matchs, vous faites que 2 changements, vous en avez le droit à 5, c'est aussi parce que les solutions ne sont pas pléthores, quoi. Bonne question. Il y a la réponse à la question. Il y a la réponse à la question.